Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Pamela Wembe-Souele. Pamela que je connais depuis plus de 10 ans. Effectivement. Oh purée, le temps passe. Et qui va nous partager son expérience au sein d'une grande banque anglo-saxonne. Donc si vous êtes étudiant, jeune diplômé et que vous rêverez de décrocher votre premier poste au sein d'une grande banque anglo-saxonne, ou même si vous êtes professionnel et que vous souhaiteriez faire une mobilité, en fait, être débauché dans une banque anglo-saxonne, restez jusqu'à la fin parce que Pamela elle a plein de conseils à nous confier. Elle va nous dire des choses, je pense qu'on trouverait nulle part ailleurs. J'espère. Ouais, ben, j'y crois parce que, comme je l'ai rappelé à Pamela, en fait, j'ai insisté pour qu'elle vienne sur la chaîne. Parce que je me souviens quand moi, je préparais mon concours pour les SEC. Ben, en fait, Pamela, tu étais un an avant moi, je sais plus. Oui, j'étais déjà dans l'école depuis 1 an et demi, oui. Ouais, mais du coup, elle m'a en quelque sorte coachée pour que je passe mon entretien. Et mon entretien s'est très bien passé. Donc voilà, je lui fais confiance. Je lui fais confiance, je pense qu'elle va vous donner des conseils qui vous aideront vraiment à réaliser vos objectifs. Donc, bonjour Pamela. Ça va. Je t'appelle Armelle ou bien Lolita? Bonne question. Choisis. Bah, choisis. Honnêtement, ouais, moi aussi je préfère Lolita. Si tu devais te présenter en une phrase. En une phrase? Je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur toi, mais... Bon, c'est pas tant que j'ai tant de choses à dire sur moi que ça, mais c'est toujours difficile de résumer en fait ce qu'on est en une phrase. Mais si je devais le faire, je dirais que je suis une personne classique. Ça se voit hein, sur la manière dont je suis habillée, je suis classique. Mais avec un parcours atypique. Je dis classique parce qu'en fait, j'ai un parcours académique qui m'emmène dans les institutions assez classiques pour la France. Mais en même temps, les choix que j'ai faits après, la manière dont j'y ai accédé et les choix professionnels que j'ai faits derrière étaient atypiques dans ce cadre très classique et très normé. Ouh là 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 là, ok c'est bon. La suite de la vidéo sera pas comme ça. Ouh là 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 là. Ça commence à être assez compliqué là. Non, t'inquiète pas, ça va aller. Ok, donc tu es classique avec un parcours atypique. Voilà. Ok. Et donc quel est ton parcours, Pamela? Alors tu veux que je commence depuis mon bac peut-être? Comme tu veux. D'accord, je pense que c'est le plus pertinent parce qu'avant le bac, ça vous intéresse pas trop où est-ce que je suis allée au lycée quoi. Si, à Douala, c'est ça? Non, à Idéa? Non, pas vraiment. Non, à Fontainebleau. Ici? Oui. J'étais au lycée à Fontainebleau. Wow, j'étais au lycée à Fontainebleau pour la première et la terminale. Donc j'ai un bac français. J'ai un bac français, un bac S, option SVT. Et ensuite, après mon bac, j'ai intégré une classe préparatoire ENS Cachan. C'est une classe préparatoire qui prépare essentiellement pour le concours de l'ENS de Paris-Saclay. Donc en économie dans mon cas, parce qu'en fait il y a une filière qui concerne la sociologie ou les lettres, hein, il me semble. Et moi j'étais dans la filière en fait qui me menait à des études en économie. Donc essentiellement pour devenir professeur en économie dans les universités. Donc, après cette classe préparatoire qui a duré 2 ans, je suis allée à l'université en fait parce que je n'ai pas obtenu le concours, je n'ai pas été reçue au concours de l'ENS. J'ai intégré l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne où j'ai eu une licence d'économie et ensuite un magistère de relations internationales. Donc après ces diplômes, j'ai souhaité tenter les concours des écoles de commerce et des grandes écoles en général et j'ai été reçue à l'ESSEC et à Sciences Po. Donc j'ai fait les 2 écoles. À Sciences Po, j'étais dans le master finance et stratégie et à l'ESSEC, j'ai fait la majeure finance. En parallèle? Ouais, c'est ça, en parallèle. En parallèle. En fait, je naviguais entre les 2 écoles, donc c'était intense. Oui, intense. Donc voilà, j'ai réussi à le faire parce que je l'ai fait en 3 ans. J'ai commencé au même moment dans les 2 écoles et j'ai commencé en 2008 et j'ai terminé en 2011. En aménageant ma scolarité, en faisant des périodes d'interruption de scolarité dans l'une des 2 écoles. Voilà, je me suis débrouillée pour compléter l'ensemble du programme comme tous les étudiants, mais je l'ai fait en 3 ans. C'est super. Et donc, quand j'ai été diplômée en 2011, j'avais une offre pour rejoindre la banque Goldman Sachs à Londres en tant qu'analyste en fusion-acquisition dans l'équipe technologie, médias et télécommunications. Ok. Donc j'y suis restée quelques temps et je suis partie en 2013 pour rejoindre la Banque mondiale et plus précisément l'agence qui s'occupe des investissements dans les pays émergents qui s'appelle AFC.
Je les ai rejoints à Nairobi au Kenya et j'ai travaillé sur des investissements dans les infrastructures, dans le secteur des infrastructures. J'en suis partie en 2015 pour revenir en France et j'ai rejoint un grand groupe de cosmétiques où j'ai d'abord occupé un poste en marketing stratégique et ensuite dans l'équipe finance de l'une des plus belles marques de ce groupe. Wow, où tu es aujourd'hui. Effectivement. Ah, c'est super. Alors Pamela, pour démarrer, du coup tu as commencé ta carrière chez Goldman Sachs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé? Tu avais fait un summer internship? Effectivement, j'ai fait un summer internship. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour décrocher un summer internship chez Goldman Sachs? Je pense que c'est important de rappeler d'abord que pour avoir un poste en entry level, donc en fait au niveau analyste dans une banque d'investissement anglo-saxonne, la principale voie, la voie royale, celle qui vous donne le plus de chances d'y accéder, c'est de faire un summer internship. Parce qu'en fait, l'essentiel de la classe d'analyste, ils appellent ça des classes d'analyste parce qu'en fait, c'est un groupe assez restreint de personnes qui est choisi tous les ans pour pouvoir rejoindre la banque. L'essentiel de ce pool d'analystes est choisi parmi les personnes qui ont fait un summer internship l'année précédente. Ah d'accord, donc en fait si on n'a même pas fait de summer internship, les chances sont très minimes quoi. Rien n'est impossible. Elles sont pas minimes mais elles sont plus réduites, c'est plus compliqué. On va dire en fait que sur une classe d'analyse, je dirais que 80% des analystes viennent quand même du summer internship. Et c'est un programme qui est suffisamment sélectif et où la banque a déjà eu l'opportunité de tester des compétences qu'ils souhaitent voir chez leurs analystes. Donc du coup, ils sont peut-être plus en confiance quand ils prennent des personnes avec lesquelles ils ont travaillé pendant 10 ou 12 semaines, dont ils ont évalué toutes les compétences, plutôt que de recruter des personnes directement sorties d'école. Qui connaissent. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça en fait que ce système existe et je pense qu'il fonctionne plutôt bien. Donc ce n'est pas qu'on n'a aucune chance d'accéder à une banque anglo-saxonne si on n'a pas fait de summer internship. On va peut-être être recruté parmi les 15 à 10% de personnes supplémentaires qui vont être prises pour pouvoir intégrer la classe d'analyste. Donc c'est plus compliqué. D'accord. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait alors? Je suis un jeune diplômé là et je vais entrer chez Goldman Sachs. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques années que tu y étais, mais je pense que grosso modo le processus n'a pas changé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'était passé, enfin les différentes étapes? Alors déjà c'est important comme tu le disais de mentionner que moi j'ai passé les processus pour intégrer summer internship il y a 10 ans. Donc c'est important de le dire parce qu'entre-temps, je pense que l'industrie a un tout petit peu évolué. Les méthodes de recrutement ont peut-être un peu changé. Mais ce qui reste pareil, je pense, c'est la philosophie du recrutement et le niveau de sélectivité en fait, du recrutement. C'est-à-dire qu'on est en concurrence avec pas mal de personnes, pas seulement les personnes de notre pays, puisque quand on a fait ses études en France, on n'est pas en concurrence avec les autres étudiants français, on est en concurrence avec les étudiants européens, voire des étudiants qui viennent des États-Unis ou d'Amérique latine, pour ceux qui, pour une raison qui leur est propre, ont envie de réaliser leur summer internship à Londres. Donc, les summer internships, ça ne concerne pas que Goldman Sachs. Toutes les banques anglo-saxonnes, notamment à Londres, ont des programmes de summer internship. Et en général, c'est un programme de stage qui va entre 10 et 12 semaines, pendant lesquelles en fait, les personnes qui sont sélectionnées vont avoir l'opportunité de travailler en général dans 2 équipes différentes. Donc, généralement, il y a une partie qui concerne la formation. Donc, sur 10 semaines, on peut avoir 2 semaines de formation et ensuite 4 semaines de placement dans une équipe et 4 semaines dans une autre équipe. Wow. Eh ben, dis donc. Et du coup, les différentes étapes alors. Les différentes étapes pour pouvoir intégrer le summer internship. Alors, je vais parler de ce que moi j'ai fait. Ça ne veut pas dire en fait que le processus de toutes les banques est similaire aujourd'hui. Je sais par exemple qu'il y a des banques qui ont supprimé les tests numériques ou alors qui les réalisent différemment. D'accord. Personnellement, les banques ouvraient la possibilité de postuler autour de fin septembre, début octobre. Et en fait, les périodes pour postuler s'étendaient jusqu'à, on va dire, mi-décembre à peu près. Donc pendant ce processus, on dépose une lettre de motivation, un CV, et on remplit un dossier en ligne pour manifester son intérêt. Et il y a un premier tri qui est fait sur la base des documents qu'on a déposés en ligne. Donc les documents, c'est votre CV, une lettre de motivation qui explique pourquoi vous voulez travailler en banque d'investissement et particulièrement dans cette banque-là. Pour certaines banques, parfois, il y a des essais qu'il faut faire avec un nombre de mots limité. Ça peut être 200 mots. Des questions qui vous sont posées comme expliquez-nous pourquoi vous seriez le meilleur candidat pour ce poste. Voilà, on peut avoir soit
plusieurs questions, une série de 3 ou 4 questions qui sont posées, ou alors juste une lettre de motivation en fonction des processus. Une fois qu'on a déposé sa candidature en ligne, on a à peu près une semaine après la fermeture des applications en ligne pour savoir si on a reçu une invitation pour passer des entretiens ou non. Alors, en général, les invitations pour passer les entretiens sont étendues au fur et à mesure que les personnes postulent. Donc si vous postulez en novembre, on peut vous proposer dès novembre de participer à des entretiens. Mais il se pourrait que les entretiens ne commencent qu'en janvier. Donc vous pouvez déjà savoir, selon les banques, que vous êtes pris pour pouvoir passer à la prochaine étape. Mais par contre, les entretiens ont lieu au même moment pour tout le monde. Et elles n'auront lieu en fait qu'une fois que toutes les applications auront été reçues par les banques. Et ils organisent en fait des assessment centers qui sont, on va dire, des espèces de marathons où pendant 1 ou 2 jours, on passe plusieurs entretiens, des tests numériques, etc. Et à la fin de ce processus-là, on sait si on est retenu ou pas pour le Summer Internship. Waouh, ça doit être assez intense. Hein. Oui, c'est un peu intense, madame. Mais qu'est-ce qui t'a permis, toi, qu'est-ce qu'il faudrait en fait se dire intérieurement pour réussir finalement? Quels sont les facteurs clés de succès pour toi? Je dirais d'abord la bonne préparation. C'est la première chose qu'il faut avoir, c'est une excellente préparation. Quand j'étais étudiante, il y avait dans les étudiants de mon master, par exemple, dans les niveaux supérieurs au mien, quand j'étais en master 1, ceux qui étaient en master 2, qui avaient réalisé un summer internship, il y en avait qui me disaient « Oh mais t'inquiète pas, c'est très sélectif, mais moi j'y suis allée comme ça et ça a quand même marché pour moi. » Ah ouais. Ne croyez pas ce que vous dites. En réalité, pour pouvoir réussir, il faut être très bien préparé. Ouais. Il faut comprendre en fait quelles sont les attentes des recruteurs à chacune des étapes du processus de sélection. Et ensuite, il faut être très concentré sur son objectif. Il ne faut pas se laisser distraire par le fait que votre copain, votre voisin de telle ou telle école ou alors de tel pays a reçu une invitation et que vous n'avez pas encore eu de résultat de votre propre candidature. Donc il faut rester concentré sur quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Et tant que la course n'est pas terminée, tant qu'on ne m'a pas dit non, on peut toujours me dire oui. C'est beau ça. Donc le secret, c'est la préparation. Ouais. La préparation et la concentration. Parce que c'est un exercice d'endurance et de concentration. À mon avis, en fait, la plupart des personnes qui s'engagent dans ce processus-là ont les compétences pour pouvoir y arriver. Oui. Parce qu'en général, ce sont des personnes qui ont fait certains types d'études, qui ont peut-être en fait un niveau de drive suffisant pour se dire qu'ils peuvent y arriver. Donc la grosse discrimination entre les personnes qui vont y arriver et les autres ne se fait pas tant sur le fait qu'elles ont les compétences de base. Ça se fait vraiment sur la préparation, l'endurance et la capacité de concentration à toutes les étapes du processus. Ok. Pour en revenir aux différentes étapes. Il y a la sélection en ligne, ensuite il y a les assessment centers. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment est-ce que tu as réussi à traverser, à passer à l'étape après les assessment centers? Déjà, la première chose, c'est que certes, ce sont différentes étapes, mais il y a une cohérence dans le recrutement. C'est-à-dire que votre CV, votre lettre de motivation, et ce que vous allez dire en entretien doit être cohérent. Donc, ça a l'air d'être très haché comme ça en termes d'étapes, mais je pense que ce qui est également évalué, c'est la cohérence de votre parcours, de votre candidature. Donc entre la candidature en ligne et les entretiens qu'on passe pendant l'assessment center, la seule différence, c'est le timing. Mais en réalité, les personnes qui vont vous évaluer vont avoir votre dossier devant elles, auront eu le temps de prendre connaissance de votre dossier qui comprend généralement votre CV, la lettre de motivation en fait que vous avez déposée en ligne, éventuellement les questions auxquelles vous avez répondu, en fait, les essais auxquels vous avez répondu. Et donc c'est sur cette base-là qu'elles vont engager la discussion. Et pendant l'assessment center, moi j'avais postulé dans différentes banques. Pour être beaucoup plus précise, j'avais postulé chez JP Morgan, chez Goldman Sachs et chez Nomura. Alors, chez JP Morgan, j'ai été invitée en fait à passer l'assessment center, chez Goldman Sachs également et chez Nomura également. Donc, dans les 3 cas, le processus était similaire mais un peu différent. La première étape en fait chez Goldman Sachs, c'était le test numérique. Donc, pour le test numérique, je me suis rendue dans leur bureau parisien, dans lequel tous les étudiants qui avaient été sélectionnés en France se sont rendus également, peut-être à des jours différents, je ne sais pas, mais en tout cas on était tous présents. On a dû passer un test numérique, qui est un test de logique et un test de calcul mental, etc. Donc on a quelques minutes pour pouvoir passer ce test.
Et il faut être voilà, encore concentré, il faut connaître quand même son calcul mental et il faut connaître un peu la finance parce qu'en fait ce sont des tests qui portent pas forcément sur la finance, la théorie financière, etc. mais il peut avoir des questions qui sont des questions de logique également. Ça peut aider d'avoir des connaissances financières, etc. Mais c'est d'abord un test numérique. On peut trouver des exemples sur Internet ou pas de ces tests? Tu t'étais préparé, il y avait des exemples, non? Bah alors, pour être honnête, c'est la partie qui pour moi était la plus difficile à préparer. Parce que les tests numériques, il n'y a pas beaucoup d'exemples. En tout cas, moi j'avais trouvé une entreprise qui s'appelle SHL, qui est une entreprise anglaise, qui proposait en ligne sur son site internet de préparer. C'est super. Voilà. Il propose en fait des tests numériques, verbaux, etc. Ah non, ce n'est pas gratuit. Ouh là là, no free. C'est là que le bas blesse. Bah, le problème, c'est que c'était pas un investissement. Mais moi, je n'avais pas d'argent pour faire cet investissement. Il n'y avait pas d'argent, donc je n'ai pas fait oui, parce que c'est des étudiants. Bah oui, on est étudiants, donc pour ceux qui ont les moyens, c'est bien. Je sais aussi peut-être que dans certaines écoles, il y a des groupes d'étudiants qui ont peut-être eu accès auparavant aux tests, à la préparation de SHL et peut-être qu'ils se les passent entre eux. Personnellement, moi, je n'y avais pas accès. Mais déjà sur le site internet, ils vous donnent un aperçu du type de test que vous pourriez avoir dans des assessment centers de banque. Un aperçu gratuit. Un aperçu gratuit. Donc moi, je me suis basée sur l'aperçu gratuit. Il n'y en a pas beaucoup, des exemples. Il doit y en avoir 4, 5, etc. C'est pas suffisant pour faire une bonne préparation, mais moi, sur cette base-là, je me suis dit, je commence à comprendre un peu la philosophie du test qui me sera proposé. Et ensuite, ce que j'ai beaucoup révisé, c'était plutôt en fait mon calcul mental. En me disant, il y a deux exercices en fait. Il y a un exercice de logique et un exercice de rapidité dans les calculs qu'on fait. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'avoir une calculatrice, en tout cas à l'époque. On le faisait en présentiel le test et non pas derrière son ordinateur, parce qu'en fait, on doit pouvoir faire des tests, des calculs assez rapides. Sans aide. Donc vous avez un papier, une feuille blanche, un crayon et une feuille sur laquelle vous devez marquer en fait vos réponses. Donc il n'y a pas le temps de se dire voilà, sur ma calculette ou sur mon téléphone, pas de calculette, rien du tout. Donc il faut réviser son calcul mental. Il n'y a pas de choix multiples. Si, parfois c'est des choix multiples en fait. Ça peut être variable. Il peut y avoir des questions en fait sans choix multiples où on doit trouver le résultat soi-même, sans aide. Et certaines questions qui sont des questions à choix multiples où on a plusieurs réponses possibles et on doit ticker la bonne box pour arriver au bon résultat. Eh ben, dis-donc. Donc c'est un exercice là de rapidité. Et pour pouvoir être sûr d'y arriver, il faut être au clair avec son calcul mental. C'est la principale... en tout cas, c'est comme ça que moi, je me suis préparée. Il y a peut-être d'autres personnes qui vous diront qu'ils ont eu accès à des exemples de questions qui sont posées dans ces tests-là. Ce n'était pas mon cas, et donc je pense que c'est suffisant. En tout cas, c'est possible. Ce n'est pas forcément suffisant, mais c'est possible d'y arriver, même si on n'a pas accès à l'intégralité de la préparation de SHL ou des équivalents. D'accord, ok. Donc, une fois cette étape de calcul mental passée... Oui. Ensuite, on rencontre des gens... Alors déjà, c'est une étape qui est éliminatoire. Par exemple, chez JP Morgan, je me suis rendue dans leur bureau à Londres pour pouvoir passer l'Assessment Center. Et dans la journée, il y avait des étudiants français, il y avait des Anglais, il y avait des Italiens. C'est assez impressionnant en fait parce qu'on est en face de personnes qui ont fait Oxford, Cambridge, etc. Et la difficulté, c'est pas seulement ce qu'on projette sur eux en termes de rapidité intellectuelle, c'est aussi de se dire, ces personnes-là vont avoir des questions dans leur langue. Oui. C'est un facteur important. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand j'ai passé les processus pour les summer internships, je dois avouer en fait que mon anglais était correct, il était bon, mais j'avais pas un anglais, en tout cas que je percevais comme étant suffisant. Notamment dans des tests comme ça, où c'est des tests de rapidité, c'est des tests en fait de c'est clair qu'on est toujours plus à l'aise dans sa langue maternelle. Parce que là, exactement, en anglais, il faut d'abord traduire la question, la comprendre en français. Rapidement, dans le même timing. Exactement. Donc en fait, ça implique un temps de réflexion qui peut être supérieur par rapport aux personnes qui font le test dans leur langue. Ah, c'est super ça. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on est dans la même salle que tout le monde. Vous êtes dans une salle d'examen, entre guillemets, ça peut être une salle de réunion dans la banque. Vous êtes assis à côté de personnes qui ont l'air de tout maîtriser et qui remplissent les questions comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester concentré. Il ne faut pas regarder les copains et se dire, tout le monde le fait. Forcément, la personne en face de vous qui a l'air d'être à la page 10, alors que vous êtes en train de lutter sur la question numéro 3. Et en fait, à la fin de ce test, on vous dit en fait si vous passez à l'étape supérieure ou pas. Alors, ce n'était pas le cas chez Goldman, où pour le coup, j'ai passé les tests, je ne savais pas si j'avais réussi le test ou pas,
je suis passée dans la même journée directement aux entretiens. Ah, ok. En physique. Voilà, en physique. Ok. Alors, chez JP Morgan, par contre, une fois que j'ai terminé le test, je me suis fait virer du processus. Parce que j'avais raté le test, en fait. Mais tu n'as pas perdu courage et tu as enchaîné. Non, parce que déjà, j'avais postulé dans plusieurs banques. Donc, en fait, JP Morgan, mon processus s'est arrêté après le test numérique. Par contre, non, c'est pas vrai. En fait, non. J'ai passé des tests numériques, je m'en souviens plus exactement, mais parce que je sais qu'en fait, à la fin de la première journée, en fait, je ne suis pas passée à l'étape supérieure. Parce qu'il y a plusieurs rounds d'entretien. Donc, j'ai passé le test numérique que j'ai réussi. Par contre, tout de suite après le test numérique, j'ai eu des entretiens. Et c'est, je pense, dans les entretiens, en fait, que j'ai été éliminée. Ok, on embraye sur les entretiens. Comment faire pour épater en entretien? Alors, pour épater en entretien, déjà, je pense que la cohérence de son profil, de son parcours, c'est important. Parce que vous avez dit dans votre lettre de motivation, en fait, ça va être la base qui va engager la discussion avec les recruteurs, pour le premier round d'entretien en tout cas. En général, dans les premiers rounds d'entretien, on rencontre des personnes relativement juniors, c'est-à-dire que ce sont des associates qui vont vous faire passer les rounds d'entretien, qui vont faire un premier écrémage parmi tous les candidats. Et si on passe au second round, on va rencontrer des VP, voire des MD. Et en fait, il y a plusieurs rounds d'entretien qui sont éliminatoires. Et donc, juste après le test numérique, entretien physique avec des personnes qui étaient de niveau associé, je pense. En fait, en gros, tu es devant combien de personnes? Ça dépend des banques, ça dépend des entretiens. Il y a des entretiens où j'étais en face de 2 personnes, des entretiens où j'étais en face d'une personne, ça dépend un peu. Mais c'est 1 ou 2 personnes, c'est pas un panel de 5 personnes qui vous voilà. Non, c'est pas un jury, c'est 1 ou 2 personnes. Donc l'entretien porte certes sur des questions techniques, mais porte également sur votre motivation. Il peut également y avoir des brain teasers. Donc moi, dans ma préparation, en fait, j'avais identifié, on va dire, 5 aspects que je devais préparer pour être sûre d'être au top. Donc il y avait tout ce qui concernait la partie technique. Donc là, c'est votre théorie financière, les méthodes de valorisation, les liens entre les différents états financiers, comment est-ce qu'une opération sur un état financier impacte les 2 autres états financiers. Donc il faut le connaître sur le bout des doigts. Mais je pense que l'erreur que les gens font en général, les étudiants font en général, c'est qu'ils considèrent en fait que pour pouvoir réussir ces entretiens en summer internship, il faut être le meilleur d'un point de vue technique. Pour moi, la partie technique, c'est la base. Ce n'est que le début de vos problèmes. Parce que le reste arrive, quoi. Donc, la deuxième chose que j'avais préparée, c'était mon parcours. Il faut être capable de parler de soi, parler de son parcours. D'abord, de manière très succincte, savoir se présenter en 3 minutes pour dire l'essentiel. Et c'est quelque chose qui se prépare. C'est-à-dire qu'on doit avoir un espèce de speech qu'on dit, et en se disant qu'en 2 à 3 minutes, on a dit tout ce qu'on veut que le recruteur retienne sur notre parcours. Et ensuite, dans mon parcours, etc., il y a le CV. Tout ce que vous écrivez sur votre CV, vous devez être en capacité de le justifier, d'en parler, d'être à l'aise d'en parler, en français ou en anglais, selon la langue dans laquelle votre entretien se déroule. L'autre partie que j'avais préparée, c'était l'actualité. L'actualité, pour moi, ça semble vaste. C'est pas seulement l'actualité économique du moment. Ça, c'est important, de savoir dans quel environnement est-ce qu'on est, etc. Personnellement, quand j'ai passé mes processus, c'était en 2010, 2009-2010, c'était début 2010. On était encore dans les suites de la crise financière de 2008. Et donc, du coup, savoir comment est-ce que la crise financière a impacté l'économie mondiale, savoir comment ça a impacté les banques, savoir comment est-ce que les différentes banques se sont ajustées à cette donnée macroéconomique, comment est-ce que ça a impacté le deal flow dans les banques. Ça, c'est important. La deuxième partie, en fait, dans la partie actualité économique, c'est les transactions. Vous devez avoir en tête 2 ou 3 transactions importantes qui ont eu lieu dans les mois avant votre entretien. On va vous poser la question. Est-ce que vous pouvez nous parler en fait d'une transaction qui vous a marqué récemment, etc. Attention, parce qu'en fait, tout le monde fait sa petite préparation. Vous avez en face de vous un recruteur qui va faire passer, je ne sais pas, peut-être 10 entretiens avec des étudiants qui se ressemblent. Il faut se démarquer. Il faut se démarquer. Donc ne préparez pas les 3 transactions que tout le monde connaît. Voilà. Il faut les connaître, parce qu'en fait, si vous ne les connaissez pas, par contre, c'est un problème. C'est un problème. Si on vous en parle, il faut pouvoir en parler. Mais par contre, il faut préparer ces 2-3 transactions et il faut préparer 2 ou 3 transactions plus atypiques. Et c'est là qu'on se démarque. C'est clair qu'il ne vous oubliera pas. Voilà. Parce que quand tout le monde vient parler de telle entreprise, etc., et vous dites, écoutez, moi, comme vous pouvez le voir dans mon CV, je suis très intéressée par le sport.
ou alors, je ne sais pas, par tel aspect de l'industrie du sport. Voilà. Je suis sportive, et je suis très intéressée par le secteur du sport. Il se trouve en fait que récemment, il y a une transaction qui m'a interpellée dans le secteur du sport. Et vous êtes en capacité de parler de la transaction, quels sont les acteurs en place, pourquoi telle entreprise a souhaité racheter telle autre entreprise, pourquoi est-ce que ça fait sens d'un point de vue stratégique, comment est-ce qu'ils ont financé cette acquisition, est-ce que vous êtes au courant par exemple du montant de l'acquisition, des multiples en fait de valorisation qui ont permis d'atteindre ce montant-là. Voilà, il faut pouvoir le raconter comme on raconte une histoire, quoi. Ça se prépare. Et je pense que c'est la meilleure manière de se préparer et de se démarquer sur la question, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, voilà. L'avantage d'avoir une transaction un peu atypique, c'est que ça peut faire le lien avec ce qu'on a déjà mis dans son CV. Alors, comme je te disais, il faut être cohérent. La cohérence, c'est important. La cohérence, ce sera pas quelque chose en fait qui sera noté de manière directe, mais ce sera une perception, ce sera un ressenti de la part du recruteur. Parce que tout le monde, en fait, sur son CV, quand on postule en banque d'investissement, met des choses qui sont attendues. On met tous la même chose. Les lettres de motivation, c'est difficile de se démarquer. C'est important d'avoir une belle lettre de motivation, c'est important d'avoir un CV où il n'y a pas d'erreur, mais quand on a vu 10 CV d'étudiants français, on a tous fait les mêmes grandes écoles, on a tous fait les mêmes cours dans ces grandes écoles, on met tous en avant les mêmes choses, on a parfois les mêmes hobbies, malheureusement, parce qu'on est parfois des clones les uns des autres. Donc, pour se démarquer, en fait, il faut trouver la petite transaction et le petit hobby, en fait, qui fait un lien peut-être avec notre transaction. C'est une idée, hein. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait, mais en tout cas, c'est l'idée, se démarquer. Donc, on a parlé, en fait, de tout ce qui concernait la dimension technique. On a parlé en fait de moi, ma vie, mon œuvre, mon CV, etc. On a parlé de l'actualité économique avec 2 volets, ce qui se passe actuellement dans le monde et ce qui se passe dans le monde des fusions-acquisitions. Un autre aspect qu'il faut bien préparer, c'est tout ce qui concerne les soft skills. Alors les soft skills, on en parle beaucoup et parfois c'est un peu difficile de savoir de quoi est-ce qu'on parle concrètement. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai passé beaucoup de temps, mais quand je dis beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps, à lire les annonces et les job descriptions pour le poste d'analyste et le poste de stagiaire. Et en fait, quand on lit toutes ces descriptions, on se rend compte en fait que les qualités qui sont mises en avant, qui sont recherchées, c'est généralement les mêmes. L'attention pour les détails, la persévérance, la capacité de travail, la capacité de concentration. Forcément, l'intelligence, tout ça, mais ça, c'est attendu. Et comme j'ai déjà dit, quand on a fait un certain type d'études, on vous crédite généralement de l'intelligence suffisante pour pouvoir faire ce métier. Donc, toutes ces compétences-là, en fait, moi, ma stratégie, c'était de me dire comment est-ce que, à travers les soft skills que je vais mettre en avant, et je vais les mettre en avant par des anecdotes que je vais pouvoir raconter. Donc, c'est pas juste des choses que je dis à voix. Hein, tout le monde peut dire, je fais très attention aux détails. Mais comment est-ce que vos études, comment est-ce que vos stages précédents sont la preuve que vous faites attention aux détails. Cohérence, quoi. La cohérence. Encore la cohérence. Voilà. Donc c'est important d'avoir la cohérence. Personnellement, ma stratégie, c'était de dire, voilà, j'ai une grande capacité de travail, je sais me concentrer, je sais m'organiser, je sais prioriser dans mes tâches. La preuve, j'ai fait 2 écoles en même temps. Faire 2 écoles en même temps, l'ESSEC et Sciences Po, il n'y a pas d'accord entre les 2 écoles. Donc j'ai été inscrite à Sciences Po et j'ai été inscrite à l'ESSEC. Ça demandait une capacité, en fait, pour pouvoir prévoir, à l'horizon de 2 à 3 ans, quels sont les cours que je vais prendre, comment est-ce que je vais faire le lien entre les 2 écoles qui sont situées sur des campus très différents, l'un à Cergy, l'autre à Paris. Donc il y a tout un aspect de planification. Planification des cours, planification en fait de mon temps dans la journée. Je commençais les cours dans une école, j'allais dans une autre après. Donc tous ces aspects-là, c'est des choses que moi j'ai mis en avant pour montrer que j'avais non seulement la capacité de travail qui serait nécessaire pour pouvoir être performante sur mon poste en banque d'investissement, mais que j'avais également les capacités d'organisation, les capacités de concentration et l'attention pour les détails. Voilà. Prenez le temps de regarder quelles sont les soft skills qui sont mises en avant par la banque dans laquelle vous postulez. Selon les banques, en fait, les qualités sont généralement les mêmes, mais on peut avoir des petites différences en fonction de la culture de la banque. Et recherchez dans votre propre parcours comment vous pouvez prouver à travers vos stages, à travers vos hobbies, à travers ce qui vous intéresse, ce qui vous anime, à travers voilà, tout votre parcours, ce qui va mettre en avant ces compétences-là. C'est super. Alors, le 5e point, c'était les brain teasers. Les brain teasers. Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est.
Les brain teasers, ce sont des exercices de logique. En fait, on vous pose un problème, on va vous dire je suis dans un avion que je souhaite remplir de balles de tennis. Combien de balles de tennis peuvent rentrer dans un avion je sais pas, tu choisis la taille de l'avion, je sais pas. Alors, c'est une question en fait qui est assez farfelue, mais qui va utiliser et qui va permettre d'évaluer votre capacité à réfléchir de manière logique. Quand on fait un modèle en banque d'investissement, on n'a pas forcément tous les éléments qui nous permettent de faire un modèle qui est pertinent, qui est parfait. En général, on doit prendre des hypothèses sur certains des aspects qui nous manquent. Donc, à travers les brain teasers, je pense que ce qu'on essaye d'évaluer, c'est votre capacité à construire à partir d'éléments assez ténus un modèle, une réflexion, une architecture qui fait sens. Ce qui est important, c'est pas tant le chiffre ou bien la réponse que vous allez donner. C'est toute la manière dont vous allez arriver à cette réponse-là. Donc la brain teaser, c'est la méthode, exactement. La méthode qu'on va utiliser pour atteindre l'objectif qui nous a été fixé. Savoir combien de balles de tennis peuvent remplir un avion, tel avion par exemple. Là, la stratégie va consister à réfléchir à haute voix et à dire quelles sont les hypothèses qu'on va prendre. Donc l'évaluateur n'est pas là pour vous dire que c'est complètement faux, il est là pour vous orienter et pour vous dire en fait si vous êtes sur la bonne voie ou pas, pour rectifier quand vous prenez des hypothèses qui ne font pas sens par exemple. Si on vous parle de combien je sais pas, de balles de tennis sont vendues en France chaque année. Vous pouvez vous dire, en France on a 65 millions d'habitants. Sur ces 160 millions d'habitants, je prends l'hypothèse en fait que 10% pratiquent un sport en club. Sur les 10% qui pratiquent un sport en club, voilà la part, ou bien 1% pratiquent le tennis. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment par des hypothèses successives, arriver par un système d'entonnoir à une réponse qui n'est pas forcément juste, mais qui fait sens. Oui, c'est ça. Il n'attend pas le résultat exact, mais vraiment voilà, exactement, la méthodologie et la manière dont on y arrive. Et là, pour se préparer, je pense que j'avais trouvé des livres ou bien des documents où j'avais quelques exemples de brain teasers. On peut en trouver en ligne également. Et puis, alors, le petit tips en fait, alors j'espère que vous savez déjà ça si vous voulez passer des summer internships parce que c'est un peu la base, c'est vraiment la référence je pense et le must-have si on veut bien se préparer, que ce soit sur la partie technique, que ce soit sur la partie soft skills ou bien sur les brain teasers, c'est ce qu'on appelle les Vault Guides. Je ne sais pas si c'est ce que c'est les Vault Guides. Non. En fait, les Vault Guides, ce sont des livres qui sont faits par un institut américain qui s'appelle Vault, je pense. Ça s'écrit... Ça s'écrit V-A-U-L-T. Okay. Donc les guides Vault. Et en fait, cette entreprise, elle permet par des fascicules de se préparer pour des entretiens assez sélectifs. Dans le domaine, par exemple, juridique, quand on passe des entretiens pour les cabinets d'avocats, je pense en fait que c'est à la base, c'est d'être fait pour les étudiants américains. Donc c'est très calqué en fait sur la manière de recruter aux États-Unis, mais ça peut être également utile pour nous. En fait, moi en tout cas, je m'en suis beaucoup servi. Donc il y a des Vault Guides par exemple, Vault Guide to Investment Banking, Vault Guide to Interviews in Finance, etc. Et moi j'y avais accès, j'avais trouvé des Vault Guides par l'intermédiaire du service de la bibliothèque en fait de l'ISEC. Il y a une bibliothèque en ligne qui nous permettait d'avoir accès à des publications en ligne. La plupart des écoles de commerce ont ce type d'abonnement et vous cherchez en fait les Vault Guides et vous regardez ceux qui sont pertinents par rapport aux interviews que vous passez. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'ils vous donnent des informations sur les cultures dans les différentes banques. Ils vous donnent des informations, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est le petit plus pour pouvoir bien se préparer. Il y a tout type d'informations et ensuite il y a les questions techniques également. Mais les questions techniques d'un point de vue très pratique et actionnable. Parce qu'en fait, si votre stratégie, c'est de regarder le Verneyman et d'apprendre le Verneyman par cœur, je ne sais pas si Verneyman est toujours la référence en finance, mais it's gonna be a fail. Franchement, c'est une perte de temps. C'est utile pour vous. Il faut connaître l'essentiel du Verneyman, mais pour pouvoir répondre à des questions qui sont concrètes, des mises en situation et des études de cas, il faut surtout en fait avoir eu l'habitude de jongler avec les concepts que vous avez appris dans le Vault Guide, dans le Verneyman. Donc en gros, l'avantage des fascicules comme le Vault Guide, c'est que ça vous permet vraiment d'apprendre à utiliser en situation et de manière concrète tout ce que vous avez appris en fait dans vos cours, quoi. Tout ce que vous avez appris dans vos cours. Ok Pamela, merci. Du coup, tu nous donnes des conseils assez précieux, franchement.
J'espère qu'ils seront utiles à tous ceux qui nous regardent. Moi, j'espère aussi. Une fois toutes les étapes là, passées, une fois que voilà, tu as impressionné le recruteur lors de l'entretien, comment tu reçois la réponse et puis comment est-ce que le summer internship se déroule? Alors déjà, il ne faut pas impressionner un recruteur, il faut en impressionner plusieurs. Parce qu'en fait, il y a plusieurs rounds de recrutement. Je pense que dans la manière dont j'ai expliqué, ce n'était pas forcément très clair, mais moi, comme je vous disais, j'ai passé les processus dans 3 banques. Donc une fois qu'on a fait l'assessment center, qui généralement est voilà, un test numérique plus des premiers rounds d'entretien, pour en avoir 2 ou 3. À la fin de cette journée-là, on sait si on est sélectionné pour aller au second round. Et le deuxième round, en général, on rencontre des personnes plus seniors, donc du niveau MD, VP senior ou alors MD. Et là, l'exercice est un peu différent parce qu'en fait, un MD, il ne va pas forcément rentrer dans les détails. Il fait confiance en fait aux personnes plus juniors, qui sont celles qui vont travailler avec vous. Un associé va être en charge de superviser un summer analyst. Donc en fait, il leur fait confiance pour avoir vérifié que vous aviez une bonne compréhension de ce qu'on fait en banque d'investissement, que vous aviez un bon niveau d'un point de vue technique, etc. Donc, tous ces sujets-là sont déjà un peu évacués. Donc pour moi, dans le deuxième round, ça ne veut pas dire en fait qu'il ne faut pas partir préparé sur la partie technique, mais le deuxième round en fait sert beaucoup plus à évaluer votre personnalité. Est-ce que vous avez en fait le niveau de motivation qu'il faut, le niveau d'endurance qu'il faut, la capacité de travail qu'il faut, l'attention pour les détails, etc. Donc ce sera plus vous connaître et faire un peu des stress tests sur voilà, tout ce que vous avez dit dans votre CV et si on veut bien vous croire sur parole, ok, mais comment vous pouvez le prouver. Donc pour moi, le deuxième round d'entretien, il faut le préparer un peu différemment. Il faut davantage mettre l'accent sur tout ce dont j'ai parlé, sur les soft skills, etc., sa motivation. Alors que le premier round, c'est plus celui où vous allez avoir toute la partie technique, etc., qu'il faut préparer aux petits oignons. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on a à la fin du deuxième round, du coup, donc on sait en fait si on va pouvoir rejoindre la banque pour pouvoir faire le summer internship. Moi, j'ai eu les réponses en février, je pense, début février. Combien de temps après, du coup Alors j'avais postulé en fait en novembre, fin novembre je pense. J'ai eu des invitations pour pouvoir passer les entretiens une fois que les processus ont été, la sélection en ligne a été terminée, donc mi-décembre à peu près. Et j'ai reçu une invitation pour passer le premier round d'entretien et l'assessment center en janvier. Et 2 semaines plus tard, ou alors 1 semaine plus tard selon les banques, j'ai eu le deuxième round d'entretien. Et donc là, le processus s'est terminé avec le deuxième round début février et c'est juste après que j'ai eu la réponse. Par exemple, Nomura, donc j'avais été pris chez Goldman Sachs et chez Nomura, éliminé après le premier round en fait chez JP Morgan. Donc chez Nomura, j'ai eu la réponse tout de suite en fait. J'étais dans leur bureau à Londres pour le deuxième round et j'ai passé mes entretiens, je pense, avec 2 ou 3 seniors, enfin des entretiens différents. Et dès que c'est terminé, dans la même journée, ils m'ont appelé, j'étais encore à Londres, ils m'ont appelé, oui. Eux, ils ont fait le tri très vite, en fait, ils sont revenus vers moi assez rapidement. Goldman Sachs, je pense que j'ai eu une réponse en fait 1 semaine après la fin du processus. Mais du coup, tu as fait patienter Nomura? Comment j'ai dit, écoutez... je suis pas très intéressée. Non, j'ai dit, écoutez, je suis honorée de l'offre et j'ai très envie de vous rejoindre. Je suis encore en train de passer des processus. Est-ce que je pourrais avoir 1 semaine pour vous faire un retour? Oh là là! Et là, je pense qu'ils avaient encore plus envie de t'avoir. De toute façon, il faut être réaliste en fait. On veut tous avoir les banques qui nous intéressent le plus. Donc, ils en sont conscients. Ils savent très bien en fait que la plupart des étudiants passent des processus dans plusieurs banques. Et en plus, il y a toute une stratégie dans l'ordre de passage entre les banques et le timing avec lequel on dépose ses candidatures en fait. Le timing d'avoir déposé ces candidatures fin novembre, c'était pas du tout anodin. Parce qu'en fait, la plupart des banques, à partir du moment où elles ouvrent les applications en ligne, les candidatures en ligne, elles acceptent les candidats au fur et à mesure. Elles ne vous le disent pas forcément. Elles ne vont pas forcément vous dire tout de suite vous êtes accepté. Mais on va dire en fait qu'elles ont peut-être un pool de 50 personnes qu'elles veulent inviter à passer des entretiens pour l'assessment center. Dans ce cas-là, au fur et à mesure que les gens postulent sur le site internet, ils récupèrent en fait les bons CV ou alors les bons profils et les mettent de côté. Donc, si vous postulez trop tôt, vous courez le risque en fait que le processus de sélection soit encore extrêmement sélectif parce qu'ils se disent on va voir mieux plus tard quoi. On est début octobre, c'est la première personne qui postule, je te mets de côté, je verrai plus tard si j'ai pas mieux.
Donc si on postule trop tard, on court le risque en fait que la plupart des spots soient déjà remplis et que du coup, il n'y a plus beaucoup de place, quoi. Quand il reste 2 places à remplir, forcément, on est beaucoup plus sélectif. Donc en fait, il faut, en fonction de la durée pendant laquelle les candidatures sont ouvertes en ligne, selon les banques, il faut postuler au bon moment. Ah ouais. Et ensuite, il faut postuler dans plusieurs banques. Parce qu'en fait, si vous avez une invitation à passer des entretiens dans les banques que vous souhaitez le moins rejoindre, ça vous permettra de vous préparer une fois que vous aurez des invitations pour la banque que vous visez. En fait. Donc, c'est ça. Un entraînement, quoi. C'est un entraînement, effectivement. Donc voilà. En tout cas, moi, j'ai eu les réponses en février, début février. Et c'est une réponse pour un sommaire qui commence en juin, mi-juin à peu près. Ok. De mi-juin jusqu'à fin août. D'accord. Donc tu as choisi Goldman Sachs. Évidemment. Évidemment. Alors, donc, une fois chez Goldman Sachs, déjà, est-ce que ils t'ont proposé une rémunération? C'est rémunéré? Oui, la rémunération, elle est standard. Hein. Il n'y a pas de surprise, en fait. La rémunération, je pense qu'elle est... je ne sais pas si elle est équivalente ou elle est légèrement inférieure à celle d'un analyste première année. Mais en tout cas, elle est conséquente. Hein. Clairement, si vous voulez payer vos études, si vous voulez vous faire un peu d'argent l'été, ça vaut le coup. Quoi. Ça vaut le coup. Okay. Donc, en fait, un analyste première année en banque d'investissement, c'est un tarif, c'est un salaire qui est assez standard pour la plupart des banques à Londres. C'est autour de 50 000 pounds comme salaire fixe. D'accord. Donc le fixe, c'est à peu près 50 000 pounds pour toutes les banques. Ce qui va faire ensuite la différence entre les différentes banques, ça va être plutôt dans la progression quand on passe analyse deuxième année, analyse troisième année, associate, etc. C'est le pourcentage d'augmentation du fixe selon les banques. Okay. Donc chez Goldman, je sais qu'en 2018-2019, un analyste première année gagnait 50 000 pounds comme dans toutes les banques à Londres. Par contre, en deuxième année, l'augmentation était autour de 15% et on atteignait à peu près 60 000 pounds. Okay. Alors que dans la plupart des banques, c'était plutôt 55. Donc les différences vont se faire sur la progression salariale à partir d'une base qui est la même partout. Et ensuite, il y a également le variable, donc le bonus, qui peut être plus ou moins important selon les banques. D'accord. À peu près, on peut avoir une fourchette? Je me souviens plus des fourchettes, en fait, pour être honnête. Mais pour être honnête... Plus de 10 000, autour de 10 000? Ah, mais plus de 10 000, je pense que c'est plus de 10 000. En fait, okay. ça représente, je pense, autour de... pour les meilleurs, ceux qui ont le plus gros bonus, je pense que ça ne dépasse pas 35% en fait, de la rémunération globale. Selon les banques, en fait, une fois de plus. Hein, mais avant que je rejoigne la banque d'investissement, les niveaux de bonus étaient beaucoup plus importants et même le niveau de fixe était beaucoup plus important. Une fois de plus, moi, j'ai rejoint dans le sillage de la crise de 2008. Oui. Donc forcément, l'industrie était également en train de revoir son niveau de rémunération, etc., étant donné les difficultés que les banques connaissaient. Donc, il me semble en fait qu'auparavant c'était plus important, mais en tout cas moi quand j'y étais, c'était pas 50% de votre salaire fixe, quoi. Donc en fait, les summers sont considérés comme des analystes juniors et ils ont un bonus. Ils n'ont pas de bonus, non, on n'a pas de bonus en fait. On est payé à la semaine. À Londres en fait, on est payé à la semaine. Donc en fait, on a un paycheck, un salaire, on vous donne une fiche de salariale, quoi, toutes les semaines. Oui. Mais quand on rapporte à la semaine ce que vous gagnez, il me semble, en tout cas j'avais pas fait la vérification parce que ça me semblait déjà tellement énorme ce qu'on me donnait que je le prenais. Il me semble en fait que c'est assez similaire avec le salaire d'un analyste première année en fait. D'accord. En tout cas, la différence n'est pas Et le summer, il avait duré, le tien, il avait duré. C'est des durées standards ou... C'est des durées plus ou moins standards. Ça va entre 14 semaines pour les plus, je pense que c'est 14 semaines le max. D'accord. Ça doit être 10 semaines ou 9 semaines en fait pour les programmes qui sont les moins longs. Moi, ça avait duré 10 semaines si je m'en souviens bien. Et les 2 premières semaines étaient des semaines de formation. Alors concrètement, le premier jour, vous arrivez, il y a des personnes qui viennent de toute l'Europe. Il y a très peu de Français, franchement, on n'était pas beaucoup de Français. D'accord. Parce qu'en fait, les recrutements au début, forcément, vous êtes en concurrence avec tout le monde, mais pour pouvoir recruter les Français, c'est vrai qu'au début, en tout cas, du processus, dans la première phase qui est l'écrémage sur la base du CV, de la candidature en ligne, en général, ils sollicitent des associés ou des analystes français, parce que c'est eux qui connaissent bien les écoles, qui peuvent évaluer, je pense, les cours que vous avez pris sur votre CV, vos expériences, vos stages. Donc ils essaient d'avoir une personne qui a peut-être une sensibilité culturelle qui lui permet de mieux appréhender les expériences que vous avez mises en avant. D'accord. Au final, en termes des Français, on devait être 5 à peu près, 5 Français. Quand je dis Français, je dis en tout cas recrutés en France, oui. À travers une école française, à travers un processus français. Okay. Donc
Ça, c'est au début hein, que ça compte d'être français. Après, quand vous faites les rounds d'entretien, français ou allemand ou espagnol, voilà, tout le monde est traité à la même enseigne. Hein. Donc, le premier jour, en gros, on arrive. Non, il n'y a pas de quota. Alors là, franchement, il n'y a pas de quota. C'est pas parce que l'année dernière, il y en avait 10, il y avait 10 français, que cette année, il y aura 10 français. Hein. On prend les meilleurs. On prend ceux qui ont réussi le processus de sélection. Donc, voilà. La formation, c'est une formation technique. Parce que quand on est bien sûr qu'on est en concurrence avec des personnes qui ont fait leurs études ailleurs, mais tout le monde n'a pas fait des études en finance. Hein. C'est très, très spécifique en fait à la France, à l'Italie également. En général, les Italiens ont un niveau master, et un master généralement en finance, en tout cas master 1 en finance. Les Français également, mais les Anglais, ou alors, je sais pas, ceux qui viennent des pays nordiques, ou alors les Hollandais, n'ont pas forcément étudié la finance. Wow. Ouais. Ils n'ont pas forcément. Moi, j'ai une très bonne amie en fait qui est hollandaise, avec laquelle j'ai fait ce processus en stage. J'en suis à plein temps et elle avait étudié quelque chose de complètement différent en fait, dont la psychologie. Donc du coup, la formation sert vraiment à mettre tout le monde au même niveau. Et une fois de plus, c'est pas une formation très française où on vous fait la théorie de la finance selon Vernimel. Non. C'est très pratique, très concret. C'est une mise en situation, c'est des études de cas. Et moi, j'avais beaucoup aimé en fait parce que ça rendait beaucoup plus concret et beaucoup plus tangible et réel tout ce que j'avais appris à l'école en fait. Finalement, tout ce que vous allez faire quoi. Tout ce qu'on va faire, exactement tout ce qu'on va faire. Donc je trouvais que c'était une formation qui était très intéressante. D'accord. Et ensuite, ce qui est important, c'est que c'est pas seulement une formation technique, c'est également une formation où on vous présente les différents métiers de la banque d'investissement. Parce que tout le monde ne va pas faire des fusions-acquisitions. Il y a des personnes qui vont aller rejoindre d'autres équipes, des équipes de DCM, des équipes de Leverage Finance, des équipes de ECM. Donc DCM, c'est Debt Capital Market, ECM, Equity Capital Market. Et Leverage Finance, ce sont des métiers assez différents. Donc il y a plusieurs sous-équipes. Donc on vous présente toutes les équipes, etc. Il y a plusieurs personnes qui viennent vous parler, qui vous parlent de leur expérience, de ce qu'ils font au quotidien. Et il y a aussi toute une partie que j'avais trouvée assez extraordinaire, c'était toute la partie soft skills. On avait une formation en soft skills. Oui, en soft skills. Et en fait, c'est comment se comporter en tant qu'analyste. Effectivement, oui. Comment se comporter. Wow. Bah oui, parce qu'en fait, déjà, elle nous donnait des conseils sur le Summer Internship. Vous avez l'opportunité, pendant 10 semaines, de faire vos preuves. Le conseil de base qu'on donnait, c'était il faut être easygoing. Il faut aller voir les partenaires, il faut aller voir les MD, il faut aller voir les VIP. Attends, mais c'est des vrais conseils quoi. Ah mais oui, personne ne te donne ça dans une boîte en France quoi. C'est pas très français en fait comme approche effectivement, mais je pense que pour les anglo-saxons ça tombe sous le sens en fait que votre performance elle se fera pas seulement sur votre capacité à performer d'un point de vue technique. Elle se fait sur vos interactions avec les personnes qui constituent la banque, sur votre capacité non seulement à faire mais à faire savoir que vous faites, parce que c'est très important, c'est bien d'être le meilleur. Il faut que ça se sache, il faut que les gens le sachent. Vous identifiez dans les boîtes françaises, ça compte en fait la vie des N+, le regard qu'ils ont sur toi, mais personne ne te dira ah ben il faut faire ci, il faut faire ça et tout. Donc non seulement on ne vous le dit pas en France, mais en plus je ne sais pas dans quelle mesure ces personnes qui sont en position de seniorité et de top management se rendent accessibles et disponibles pour pouvoir recevoir des stagiaires, parce que concrètement tu es stagiaire. Oui, voilà. Dans les programmes de Summer Internship, surtout à cette époque-là, où je pense en fait les banques d'investissement avaient une image un peu mitigée, ils avaient vraiment à cœur que les stagiaires se sentent accueillis. Et donc je l'ai vu après quand j'étais analyste à plein temps. On avait une campagne d'information, attention, les sommers arrivent dans 2 semaines, nous vous demandons d'être accueillants avec eux, d'être disponibles. Voilà. On veut qu'ils aient envie de venir quoi. Et en fait, ils recrutent les meilleurs en fait. Et donc les meilleurs ont le choix. Ils ont le choix d'aller faire. Tu as eu le choix quoi. Ils ont le choix d'aller faire du conseil en stratégie, d'aller rejoindre une des meilleures entreprises en marketing, de faire autre chose. Aujourd'hui, il y a la concurrence des startups. Donc en fait, la banque d'investissement, certes, il y a les super banques, etc., qui attirent naturellement la plupart des candidatures, mais en tant qu'industrie, c'est une industrie qui se bat également pour pouvoir attirer, on va dire, les meilleurs étudiants. Et voilà. Donc il y avait toute une opération comme ça de PR, où voilà, les seniors se rendent disponibles, il faut aller les voir, il faut leur envoyer des mails, et il faut avoir le courage de le faire. Envoyer des mails, voir avec leur secrétaire quand est-ce qu'ils sont disponibles. Il faut pouvoir aller boire un café avec eux. Et pendant le café, il faut être intéressant. On ne va pas aller voir un senior pour dire bonjour, qu'est-ce que vous pouvez me dire qui me donne envie de venir dans votre banque? Non. Il faut savoir qu'est-ce que je vais dire sur moi, comment est-ce que je vais me présenter, comment est-ce que je vais me tenir, qu'est-ce que je veux que cette personne retienne de mon profil, de mon parcours. Si je veux rejoindre l'équipe de cette personne, qu'est-ce que je lui dis sur moi qui lui donne envie de me recruter?
Donc c'est beaucoup d'éléments en fait, on vous apprend pas tout, hein, mais on vous donne comme ça des éléments qui vous permettent de bien savoir vous positionner et surtout vous faire prendre conscience en fait que vous êtes jugé en permanence. Vous êtes jugé par les personnes avec lesquelles vous travaillez, c'est-à-dire l'analyste, l'associé, le VP, le MD, avec lesquels vous allez travailler au quotidien. Mais vous êtes aussi jugé par les ressources humaines, vous êtes jugé en fait par le staffeur. En fait, en banque d'investissement, il y a une personne dont le rôle est de distribuer les projets et d'attribuer en fait les ressources en fonction des transactions qui sont nécessaires, ou alors des pitchs qui vont être... Et ça reste objectif c'est toujours relatif en fait. Je pense que des interactions humaines, elles sont jamais objectives. Il y a une partie qui est très objective qui est est-ce que tu as fait le travail qu'on t'a demandé. Mais ensuite, il y a une partie qui est comment est-ce que cette personne-là se positionne, est-ce que je l'ai vue plusieurs fois pleurer dans les couloirs, voilà. C'est un mix de plusieurs choses en fait. Mais vous êtes tout le temps évalué. C'est 10 semaines. Voilà. Moi, dans mon cas, c'était 10 semaines. Non, 12 semaines. C'était 12 semaines. 12 semaines d'évaluation. 12 semaines d'évaluation. 12 semaines. 2 semaines de formation. J'ai dit 10 semaines plus tôt, mais je pense que c'était 12. Okay. 2 semaines, en fait, de training. Et ensuite, 5 semaines de placement. D'accord. Donc, 12 semaines où vous êtes évalué, en permanence jugé, en permanence regardé. Et pas que par les personnes qui sont sur les bureaux autour de vous. Par plusieurs personnes, plusieurs interlocuteurs. Parce que leur objectif, c'est d'en sélectionner combien En général, on va dire que quand je suis revenue à plein temps, on va dire que 90%. D'accord. Franchement, 90% en fait, de ma classe d'analystes à plein temps était constituée de personnes avec lesquelles j'avais fait le summer internship. Okay. Donc les autres, et franchement, ça se voit parce que les personnes qui nous ont rejoints avant, comme nous on avait déjà passé en fait 12 semaines ensemble, dans la sueur et la difficulté ensemble, c'est vrai qu'il y a une cohésion qui se crée. Certes, vous êtes en compétition les uns avec les autres, quoi, mais quand même, c'est... Voilà. Alors, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que 90% des personnes qui reviennent à plein temps sont des personnes qui ont fait le summer, que 90% des personnes qui font le summer se voient proposer un poste à plein temps. Non, le taux de rétention est un peu plus faible. C'est un peu plus faible. Moi, je dirais 60%. C'est plus que la moitié. Ça met la pression, en fait. Oui, c'est plus que la moitié, clairement, plus que la moitié. Mais dans les 60%, il y a les personnes auxquelles on va proposer. Peut-être qu'en fait, ils ont proposé à 70% et en fait, il n'y en a que 60% qui ont accepté l'offre. Parce qu'il y a des personnes en fait, qui ont fait cette expérience et se sont dit, mais jamais de la vie, j'ai pas envie de travailler comme ça, on travaille trop, ça n'a pas de sens pour moi. Des personnes qui vont décliner l'offre. Je viens faire de ma vie. Voilà, bien sûr, mais il y a des personnes en fait qui ont d'autres aspirations et c'est légitime. Ce qui est légitime en fait. Complètement légitime. Donc, la banque peut vous proposer de les rejoindre après un temps et ensuite il y a des personnes qui déclinent l'offre et il y a des personnes qui ne se voient pas proposer un poste à plein temps. D'accord. Mais du coup, les journées, c'est de genre 8-18 heures ou... Ah oui, ce serait bien. Non. Bon, alors, là, c'est encore un point où je pense que mon expérience personnelle est peut-être un peu datée maintenant. Parce que je sais, par l'intermédiaire des amis qui travaillent encore à Londres en banque d'investissement et qui aujourd'hui sont peut-être à des niveaux VP, etc., que les choses se sont bien modifiées. Quand nous, on était juniors, on travaillait tous les jours. Moi, j'arrivais en fait, généralement vers 10h, ça peut paraître tard. Sauf que quand on rentre chez soi, en fait, tous les jours à 2h30, à 10h, voilà. Ouais, 2h30. Oui, 2h30. C'était pas tous les jours, hein. C'était pas tous les jours, mais il y avait des jours, en fait, où quand on part tôt, on part à 22h, quoi. C'était simple, en fait. Avant 21h, on rentrait par ses propres moyens, et après 21h, la banque nous proposait les services... d'une société de taxi à titre gracieux. Donc, tant qu'à faire, très peu de gens ne rentraient pas en taxi, quoi. À minima, on restait jusqu'à 21h et puis c'est très mal vu en fait de partir avant. Parce qu'en fait, vos seniors sont encore là, les analystes sont encore là, les associés sont encore là, il y a du travail. C'est rare quand même de se retrouver dans une situation où on n'a vraiment rien à faire. Vous avez toujours quelque chose à faire. Et ensuite, c'est l'opportunité de montrer en fait qu'on ne fait pas juste ce qu'on nous a demandé de faire, on va au-delà. Donc, c'est 12 semaines d'endurance, voilà, c'est ça, au-delà des attentes. Donc on donne tout, quoi. Il faut tout donner. Vous sortez de là, il ne reste plus rien. Voilà, il ne reste rien. On a tout donné. On a tout donné. Et la distinction se fait vraiment sur, est-ce que vous êtes allé au-delà des attentes? Est-ce que votre travail est d'une qualité équivalente à celui d'un analyste première année à ses débuts?
C'est ça en fait. Et c'est pas d'un point de vue technique, c'est d'un point de vue du fait qu'il n'y a jamais d'erreur dans ce que vous faites. Pas parce qu'en fait vous êtes une machine, un robot, etc. Mais parce que vous revoyez vos chiffres, vous revoyez votre présentation, vous revoyez tout ce que vous faites une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune erreur. Aucun espace en fait qu'il ne devrait pas y avoir. Il n'y a pas d'erreur technique, il n'y a pas d'erreur en fait de présentation. Donc c'est attention to details. Wow. Donc c'est là en fait qu'on se distingue. C'est la constance avec laquelle on délivre un travail de qualité dans des conditions de stress et de fatigue qui sont quand même intenses. Eh bien, bravo. Mais j'espère que tu n'as pas découragé ceux qui veulent y aller, mais je trouve que c'est assez formateur, quoi, franchement. Bon, je pense que c'est le principal intérêt de ce type de poste, en fait. C'est clair. Personnellement, je pense en fait que c'est une formation en fait qui est utile pour l'ensemble de sa carrière. Ouais. C'est clair que quel que soit ce que vous faites après, la rigueur qu'on acquiert, c'est quelque chose qui reste. Quelque chose qui reste. Ok, c'est formidable. Bon, on va embrayer du coup à ce poste en question. Voilà, tu as par la suite décroché un CDI, on peut dire. Ben, je ne sais pas si ça s'appelle un CDI parce qu'à Londres, illimité. Voilà, il n'y a pas vraiment de CDI. Il n'y a pas vraiment de ça CDI. n'existe pas dans le CDI. C'est un contrat. C'est un contrat. Voilà. En tout cas, tu as décroché le contrat chez Goldman Sachs. Contract. Voilà, full time. Voilà, à plein temps, contrat à plein temps. Alors, tu étais heureuse, fière? Oui, j'étais heureuse, oui. Et tu as continué de donner, j'imagine, le rythme. Est-ce que le rythme, il est encore plus difficile ou il est pareil finalement? Non, je pense que entre c'est le pire. summer et le full time. Ah, c'est pire. D'accord, parce qu'il faut continuer de prouver pour pouvoir gravir les échelons. Oui, ben en fait, on reste quand même au bas de l'échelon en fait. Je pense qu'en fait, on commence à respirer en banque d'investissement à partir du niveau VP. D'accord. Quand on est associé ou analyste, bon ben voilà, l'associé c'est un analyste qui a percé quoi. Franchement, on a un peu plus de responsabilité, mais clairement, les 6 premières années, parce qu'en fait on a 3 ans d'analyste et 3 ans d'associé de maximum en général, donc les 6 premières années sont des années en fait où on travaille de manière assez intense. Ouais. Donc moi, comment est-ce que j'ai vécu ça? Alors déjà, j'ai eu la chance en fait d'intégrer l'équipe que je visais. Parce que j'ai oublié de le mentionner, mais dans les 2 semaines de placement, le premier placement en général est un choix des RH. Sur une base qui est assez floue, qui est clairement complètement opaque, on vous assigne à une équipe. Personnellement, j'avais été assignée à l'équipe de Pension Advisory. Pension Advisory, c'est l'équipe en fait qui fait tous les calculs de pension, je sais pas, de retraite en fait dans les transactions. Donc c'est une équipe de spécialistes, une toute petite équipe où des compétences en fait d'actuaires sont voilà, ça me fait penser à l'actuariat. C'est plus pertinent en fait que ce à quoi moi j'aspirais, donc j'ai jamais compris comment j'avais atterri dans cette équipe-là. Mais il faut faire très attention en fait parce que c'est grâce à ma performance dans cette équipe-là que j'ai pu avoir mon premier choix pour la suite. Ah ouais. Parce qu'en fait vous avez un premier choix qui est attribué par les recruteurs, mais le deuxième choix dépend entièrement de vous. Okay. Ça dépend de votre capacité à networker, comment est-ce que vous vous positionnez et comment est-ce que vous performez sur votre premier placement. Donc il n'y a rien qui est fait. Vous exprimez un choix et vous dites moi j'aimerais bien aller dans l'équipe consumer, j'aimerais bien aller dans l'équipe de natural resources, j'aimerais bien aller dans l'équipe en fait qui s'occupe des banques ou alors dans l'équipe de technologie médias télécommunications qui était la mienne. Moi c'était une des équipes en fait les plus courues parce qu'en fait on travaille sur les entreprises internet, sur les compagnies en fait de télécommunications en Europe, donc c'est un secteur qui pour des jeunes était naturellement intéressant, etc. Donc c'était une des équipes en fait que beaucoup de gens voulaient rejoindre. Là, il faut networker avec les associés, les VP, les MD de cette équipe-là. Donc, j'ai eu la chance en fait de me voir proposer une offre dans l'une des équipes dans lesquelles je fais mon stage, donc ma deuxième rotation. Ma deuxième rotation était en TMT. Donc, je les ai rejoints à plein temps et j'ai passé des moments intenses, mais je pense en fait que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé sur beaucoup de transactions. En fonction de la banque que vous rejoignez, en fonction en fait du moment où vous rejoignez cette banque-là, donc de l'environnement économique à ce moment-là. Il peut ne pas y avoir de transactions. Exactement, on peut passer en fait 3 ans en banque d'investissement, 4 ans ou 5 ans avec un nombre de deals qui est assez restreint. Alors c'est bien de travailler sur des pitchs, c'est bien d'aller voir des clients et leur dire on pourrait faire des choses extraordinaires avec vous, etc. Mais ce qui est excitant, ce qui est intéressant, là où on apprend, c'est quand on fait des transactions live, c'est-à-dire qu'on travaille sur des
des projets qui aboutissent à un rachat, à, voilà, quelque chose de concret. Donc moi j'ai eu la chance en fait dans cette équipe-là de travailler sur pas mal de transactions, notamment parce que c'était quand même une banque qui attirait beaucoup de clients. Ouais. Et donc voilà, la banque que vous choisissez va également avoir un impact, ou alors dans laquelle vous êtes sélectionné, va avoir un impact sur votre expérience. Donc l'expérience, c'est pas seulement comment est-ce qu'on se sent, c'est aussi qu'est-ce qu'on en tire. Moi, j'en ai tiré beaucoup parce que j'étais dans la bonne banque et que du coup, j'ai travaillé sur beaucoup de transactions. D'accord. Ok, voilà, c'est super. Donc du coup, grosso modo, s'il fallait ressortir un petit peu genre les avantages que tu en as tirés, les difficultés, on a compris que voilà, ça te prenait beaucoup de temps, il fallait beaucoup bosser. C'est un peu, pour faire un parallèle qui va parler aux étudiants français, c'est un peu l'équivalent de la prépa. Les classes prépa, moi j'en ai fait une. Alors pas une classe prépa HEC, j'ai fait une classe prépa en fait ENSK Chance qui est complètement différente, etc. Mais c'est quand même très formateur, quoi. C'est pas forcément toujours une partie de plaisir, mais on est avec un groupe de personnes pendant 2 ans avec lesquelles on est certes en concurrence, mais parfois on crée également des liens très forts. Moi je ferais vraiment le parallèle avec ça, avec l'expérience que j'ai vécue en banque d'investissement, parce que les personnes avec lesquelles j'étais en stage, ce sont les mêmes personnes pour la plupart qui sont revenues à plein temps. En tout cas, mon groupe d'amis, en fait, j'avais un groupe de personnes avec lesquelles je me suis très bien entendue. On a toutes été sélectionnées pour revenir à plein temps. Et ça, on crée quand même des amitiés qui durent longtemps, je pense, qui sont des amitiés. Alors, ce sont des personnes qui, certes, sont des amis, mais également sont votre réseau, un réseau professionnel de qualité. Donc, on construit un réseau professionnel de qualité. C'est une expérience qui vous permet d'envoyer un signal fort sur le marché. Et donc du coup qui est déterminante pour la suite de votre carrière, pour les opportunités que vous pouvez avoir ensuite. C'est une expérience en fait qui vous positionne à un niveau de salaire qui est conséquent. Et donc en général, hein, ça arrive, hein, mais en général on essaie plutôt de construire sur les salaires qu'on a eu auparavant. Donc forcément si vous commencez en fait à 50K pounds de salaire fixe, vos salaires ensuite peuvent augmenter. Donc, par rapport c'est pas toujours le cas parce qu'en fait on peut faire aussi le choix de rejoindre une industrie dans laquelle les niveaux de salaire sont plus bas. Donc clairement c'est un vrai sujet en fait dans la banque d'investissement, la reconversion. En fonction du niveau où vous sortez de la banque d'investissement, vous êtes plus ou moins employable. Pas parce qu'on pense que vous pouvez pas faire le travail, hein. Clairement je pense en fait que c'est une des industries où les personnes sont le mieux formées. Et la capacité d'exécution qu'on acquiert dans cette industrie-là nous permet de performer pratiquement dans toutes les industries après. Par contre, est-ce qu'on est désirable parce que est-ce que les gens peuvent vous payer, quoi? Ça, c'est une question. C'est trop cher. Bah oui, on doit se le payer. Et en fait, c'est quand même assez rare les personnes qui acceptent de réduire leur salaire. Donc, il faut trouver le bon moment pour sortir. Si vous n'avez pas l'ambition en fait de faire carrière toute votre vie en banque d'investissement, il faut avoir en tête, être conscient du fait que la sortie, ça se prépare. À quel niveau je sors? Pour faire quoi? Beaucoup de personnes, en fait, sortent de la banque d'investissement, etc., pour pouvoir aller en private equity. Mais les niveaux dans lesquels on peut rentrer en private equity, ils sont très précis. À partir de analyse 3, junior associé, c'est possible. Est-ce que je sors pour aller faire un MBA? Parce qu'en fait, c'est également une manière de se reconvertir. Quand on a fait une expérience en fait, en banque d'investissement, on n'est pas forcément un candidat naturel dans l'industrie. À part peut-être dans l'équipe M&A d'une entreprise. Mais ça peut être compliqué de rejoindre ensuite une entreprise. Tu vois, la question de la reconversion, ça se pose. Savoir quand est-ce que je sors, etc. Donc les avantages, c'est une industrie formatrice, un signal qu'on envoie sur le marché, des compétences en fait, et des soft skills qu'on acquiert pour la vie. Les inconvénients, c'est la charge de travail, les rythmes qui sont effrénés. Et voilà, donc il faut trouver l'équilibre entre tout ça et se dire, si on n'a pas l'intention d'y faire sa vie, on n'a pas l'intention de devenir MD un jour, on peut aussi faire ça en début de carrière parce que ça vous propulse quand même en termes de salaire, également en termes d'opportunités futures. Et du coup, comme toi tu as eu la chance de connaître les deux environnements un petit peu anglo-saxons et francophones, puisque aujourd'hui tu travailles dans un groupe français, est-ce qu'il y a des différences un peu qui te surprennent La transition n'a pas été facile, hein, parce que l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui, c'est la première fois que je travaille en France. J'avais fait un stage en France, à la Société Générale, donc en banque, etc. Mais c'était un stage, quoi, donc c'est pas un emploi à plein temps. Donc quand on rejoint un groupe à plein temps, il y a des différences culturelles auxquelles il faut s'adapter. La culture de travail en France, en fait, est, je dirais, plus hiérarchique, beaucoup plus hiérarchique.
on est moins dans la performance. En tout cas, c'est peut-être une question sectorielle. Hein. C'est pas forcément lié à une différence culturelle, mais je pense qu'il y a une différence peut-être qui est sectorielle, parce que j'étais en banque avant, et maintenant je suis en entreprise. Donc en fait, peut-être que le côté orienté résultat est moins fort. Possible. En banque, en fait, on vous juge sur le nombre de transactions que vous avez fait, comment vous les avez exécutées. Donc en fait, il y a des éléments très factuels, très concrets, très tangibles, partagés par tous, qui permettent de vous attribuer un bonus. Et qui permettent en fait d'évaluer votre travail. En tout cas, c'est beaucoup plus facile de challenger en disant bah oui, moi j'ai fait 4 transactions, l'autre en a fait 3, pourquoi la personne a un plus grand bonus que moi? En banque, en entreprise, pardon, c'est plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. Donc il y a des différences majeures. Je ne suis pas sûre en fait que je sois complètement acquise, et définitivement acquise à la culture de travail française. Mais voilà, c'est. Peut-être que tu t'adapteras petit à petit. Je me sens adaptée, hein. Je me suis déjà adaptée, c'est plus une question de préférence. Je ne sais pas en fait ce que je préfère. Il y a des avantages et des inconvénients. Par contre, en termes d'adaptation, je suis très à l'aise où je suis aujourd'hui, très heureuse sur ces postes-là, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok, c'est super, on est content pour toi. On a pas mal bavardé, hein. J'espère que la vidéo ne vous semblera pas trop longue, mais... Désolée si moi j'ai trop parlé. Non, mais c'était tellement intéressant que je ne vois pas ce que je pourrais retirer en fait pour raccourcir. Mais pour conclure, alors si tu avais grosso modo quelques conseils à donner à des jeunes étudiants qui voudraient dans 10 ans se retrouver là à ta place, ou des conseils à donner à des professionnels, si c'est possible, hein, des personnes qui évoluent déjà dans des entreprises en France, mais qui aimeraient bien voyager, aller à Londres, ou travailler dans un environnement anglo-saxon. Alors, ça dépend dans quelle mesure, avec quel objectif. Si l'objectif pour une personne expérimentée, c'est de rejoindre la banque d'investissement, je suis dans le regret de vous annoncer que ce ne sera pas possible si vous avez déjà de l'expérience en industrie, à part si vous faites un MBA. C'est la seule voie d'accès. Jamais, ça n'arrivera jamais. Oh là là! Mais oui, il faut dire la vérité aux gens, ça n'arrivera jamais. Parce qu'en fait, vous ne pourrez pas être recruté en tant qu'analyste, parce qu'on vous considérera comme ayant eu une expérience trop longue ailleurs. Vous ne pourrez pas être recruté en tant qu'associate, parce que vous n'aurez pas eu les années formatrices du début en tant qu'analyste. Bon, c'est vrai que ce message peut sembler dur, mais c'est la vérité. Je pense que finalement, mieux vaut dire aux gens mais il faut dire la vérité, comme ça n'arrivera pas. Voilà. La seule manière de le faire, c'est de faire un MBA. D'accord. Faire un MBA, ça permet de faire un changement de carrière. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette stratégie-là. Hein. En sortant d'un MBA, beaucoup de personnes en profitent, et c'est l'objectif en général même d'un MBA, pouvoir faire un changement de carrière. Donc là, c'est possible. D'accord. On a travaillé 4 ans, 5 ans, 3 ans, je ne sais pas, dans une industrie. On fait un MBA et ensuite on postule en summer analyst, associate, pardon. Donc là, on va rentrer directement au niveau associate. Donc c'est encore des postes juniors, mais c'est un poste deuxième échelon parmi les postes juniors. Donc là, on peut rentrer en tant qu'associé. Pour les personnes en fait qui sortent d'école, la voie royale, c'est le summer internship pour les banques anglo-saxonnes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter sa chance si on n'a pas fait de summer internship, parce que comme je l'ai rappelé, il y a des personnes qui sont recrutées directement, c'est plus compliqué. Alors, les conseils que je donnerais, en fait, c'est premièrement de ne pas se laisser décourager, de ne pas trop écouter les personnes qui l'ont fait avant et qui vous disent c'est impossible, non mais tu te rends pas compte du niveau de sélectivité, etc. Croyez en vous, concentrez-vous sur ce que vous faites, et puis tant qu'on vous a pas dit non, en fait, il y a toujours une possibilité qu'on vous dise oui, quoi. Et il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, en fait, et comme je disais, c'est un exercice d'endurance, de préparation, d'endurance et de concentration. Donc restez concentré, restez endurant et préparez-vous bien. Super, ok. Merci beaucoup Pamela, vraiment. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bien. Merci d'avoir accepté de partager ton expérience. C'était un plaisir. Je pense qu'elle va vraiment aider beaucoup de jeunes en fait. C'est super. D'accord, je l'espère. Et je vous redis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager, à vous abonner pour nous encourager. Et on se retrouve très bientôt pour un autre métier de la finance. Au revoir.